Bonjour, bienvenue dans le 8e numéro de Mahogany, un numéro consacré aujourd'hui à la suite des 3 précédents numéros à la maladie d'Alzheimer et plus précisément à la prise en charge des malades d'Alzheimer. Alors, je vous rappelle que le plan Alzheimer 2008-2012 avait trois grands objectifs: améliorer la connaissance de la maladie pour la guérir, améliorer la qualité de vie des malades et des aidants et faire de l'Alzheimer un véritable enjeu de société. Alors pour ce qui concerne la connaissance de la maladie, elle passe par un volet recherche que nous aurons l'occasion d'explorer sans doute plus en détail dans le courant du développement des prochains numéros. À Mahogany, conscients que nous sommes du bouleversement social pour notre Martinique que constitue le vieillissement de la population et l'évolution prévue du nombre de cas d'Alzheimer, nous tentons, avec nos tout petits moyens, de vous informer de toutes les initiatives qui ont pour but d'améliorer la qualité de vie des malades et de leurs proches. Pour ce 3e et dernier numéro consacré à la prise en charge des malades, nous vous invitons à découvrir un mode de prise en charge original, basé sur l'accueil de jour des malades, selon un concept développé par l'association Casse Grand Moon à la Goutte d'Élixir dans la commune de Saint-Joseph. Et nous avons invité sur le plateau pour nous en parler Madame Cécile Pompé, qui est donc la directrice de la Goutte d'Élixir et qui nous éclairera sur ce concept novateur. Bonjour Madame Pompé. Bonjour Madame Maryse Pompé. Madame Maryse Pompé. Voilà. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour développer la question. Et nous ne pouvions conclure cette série d'émissions sans donner la parole à un des acteurs majeurs de la politique sanitaire et sociale à la Martinique. Il s'agit de l'ARS, l'Agence régionale de santé, représentée aujourd'hui par le docteur Marie-Laure Audel. Bonjour. Bonjour, qui est donc référent Alzheimer à l'ARS de la Martinique, à l'ARS de la Martinique. Donc nous verrons avec vous, à quel titre l'ARS intervient, quelle est son action et quelles sont les orientations pour les prochaines années à venir. Donc aujourd'hui, il s'agira essentiellement, vous l'avez compris, de santé et de médecine, mais nous avons préféré et privilégié le qualificatif de la rubrique bien-être et vie quotidienne. Alors Madame Pompé, bonjour. Donc avant de parler, de détailler ce qu'est cet accueil de jour à la Goutte d'Élixir, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous. Quelle est votre formation à la base et ce qui vous a amené à vous impliquer dans ce projet original et très intéressant. Ce qui m'a amené à me projeter dans cette idée de projet, c'est d'abord parce que j'ai été diplômée et formée dans un centre de long séjour qui avait bien sûr des personnes âgées dépendantes, mais avec un service réservé aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Voilà, à ce titre, quand j'ai vécu autour de ces personnes, je me suis retrouvée dans un monde à part, et donc il fallait réapprendre à soigner, à accompagner autrement. Est-ce que dans le cadre de votre formation de soignant, vous aviez une sensibilisation à cette maladie? Oui, une sensibilisation, mais c'est vrai que tout ce qu'on nous apprend à l'école est malgré tout loin de la réalité. Sur le terrain, on est en phase de situation, même si on a appris la théorie, on n'arrive pas forcément à faire face. Et puis il y a nous aussi en face du malade, on n'est pas tout le temps à 100%. Donc il a fallu un long travail de pratique pour pouvoir accompagner, en tout cas autrement, ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, on peut commencer sa carrière dans un service, au contact d'un certain type de malades, de patients. Oui. Qu'est-ce qui vous a, poussé à poursuivre dans ce chemin? Parce qu'on s'imagine que ce n'est pas forcément évident de s'occuper de personnes qui sont en quelque sorte dans un autre monde, avec
peut-être aussi tout ce qu'il y a autour de l'agressivité, des troubles du comportement. Donc, comment on décide de se consacrer à ce type de patient? On décide de se consacrer à ce type de patient quand justement on apprend à faire autrement. Et ce autrement, eh bien, en face de nous, il y a une autre réponse et un autre comportement. Ce monde nouveau du regard soignant était complètement quelque chose de positif pour moi. Et à l'issue en fait de cette pratique en établissement, je suis rentrée dans le monde associatif pour pouvoir apporter un petit peu ce regard nouveau, quoi, qui était légèrement positif et qui apportait moins de culpabilité aux soignants et aussi à la famille. Voilà, après tout ce regard associatif, professionnel, bien sûr vient aussi le regard de la famille elle-même martiniquaise qui se dit et pourquoi pas arriver et puis mettre au profit en tout cas de notre société martiniquaise, ce type de regard. Voilà, pardon, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Donc, alors, il vous a semblé nécessaire d'aller plus loin que ce qu'on vous avait enseigné et que l'expérience que vous en aviez au sein d'un établissement sanitaire, d'un hôpital. On voyait une image beaucoup plus positive du vieillissement et un regard, même nous en tant qu'individus, en face d'un autre individu, il fallait plutôt accepter mon autre tel qu'il était, même avec ses pertes, et non l'exclure. Voilà, donc ce regard positif et humain, parce que la maladie d'Alzheimer, c'est une notion médicale, mais aussi une notion humaine. Ça a été reconnu mondialement. Il faut le véhiculer. Et c'est à ce titre-là, voilà, que je suis arrivée en Martinique. Nous avons créé ensemble cette association qui s'appelle l'association Case Grand Monde, qu'on a regroupé un groupe de personnes âgées, des familles et des professionnels de santé bénévoles pour travailler ensemble autour de cette thématique Alzheimer. Docteur Odel, est-ce que vous, puisque l'ARS par vocation s'intéresse à l'aspect sanitaire, santé, médicale des choses, est-ce que cette approche humaine, j'imagine, on présume quand même que si vous prêtez votre concours à ce type d'initiative, c'est que vous y adhérez. Est-ce que cette approche humaine est évidente pour une institution telle que la vôtre? Alors, non seulement elle est évidente, mais en plus elle est complètement inscrite dans les objectifs que s'est fixé l'ARS lorsqu'elle a travaillé avec tous les partenaires dans la mise en place d'un schéma d'organisation médico-sociale et sur les personnes âgées, une des priorités qu'on pourra développer, mais une des priorités, c'est quand même la qualité de la prise en charge. Donc, on est parti des constats que l'on connaît tous, que vous avez déjà cités, c'est-à-dire le vieillissement de la population, qui dit vieillissement dit aussi une augmentation de nos personnes âgées dépendantes en Martinique, qui touche sévèrement la Martinique, et en plus la précarité qui touche ces personnes. Donc partant de ces constats-là, l'ARS, avec tous les partenaires qu'elle a pu réunir, a mis en place vraiment sa politique d'accompagnement, de prise en charge des personnes âgées, et donc on va développer, au fur et à mesure des années, on va développer le maintien à domicile, les prises en charge spécifiques, en particulier sur la maladie d'Alzheimer, et puis la qualité de la prise en charge, et donc tout ce qui est non plus, on a dépassé le cap de recherche de maltraitance, on parle maintenant de bien-traitance, et chaque établissement s'engage dans son projet sur la mise en place de projets de bien-traitance dans la prise en charge. Très bien. Alors, Madame Pompée, à partir de ce constat, vous avez réuni donc un certain nombre de personnes, de trio, et vous avez élaboré ce projet qui est devenu la goutte d'élixir. Alors, à partir de quel concept, sur quel concept vous êtes-vous reposé, avez-vous élaboré pour mettre en place cette case grand monde? En fait, je dirais que c'est la réunion de réflexion et d'idées communes autour de cette maladie d'Alzheimer.
On a travaillé dur, il fallait contenter les 3 groupes, hein, le groupe des personnes âgées, le groupe des familles et des professionnels de santé réunis autour d'une même thématique, et nous avons sorti une idée commune. Voilà, cette idée commune, on a travaillé, on l'a façonnée, on lui a donné un mode, c'est le mode maison, on lui a donné une couleur avec l'identité martiniquaise, parce que quand je suis de l'oubli, il faut me rappeler pardon, d'où je viens et comment je vis finalement en Martinique. Donc c'est tout ça qui fait que on a finalement donné un titre, la goutte d'élixir, pour ses vertus magiques, qui est donc cette maison créée pour la gestion des risques Alzheimer sur Saint-Joseph. Voilà. D'accord, très bien. Alors nous sommes allés vous rendre visite à la goutte d'élixir. Nous-mêmes, nous y étions très bien. C'est un cadre très agréable. Nous avons quelques images que je vais vous demander de commenter, puisque pour nous expliquer un petit peu comment les choses ont été conçues. Donc je vous invite à regarder avec nous cette visite de la maison, la goutte d'élixir. Donc vous pouvez commenter, hein, nous vous écoutons. Voilà, ça, donc là c'est l'extérieur. Vous avez vu dans l'architecture, hein, nous avons ça, c'est le jardin thérapeutique qui est très utile pour les personnes. Donc la maison se trouve au centre et tout autour nous avons un jardin qui permet de se promener. Et puis vous voyez tout ce côté vert, hein, ça rappelle vraiment le pays avec le pied de banane, les manguiers, la canne à sucre. Là c'est le couloir de déambulation. Il permet de déambuler, de se rapprocher, de s'éloigner. Ici c'est l'arbre de reconnaissance parce qu'on ne se reconnaît pas forcément vieux, mais plus jeune, oui. Donc voilà, chacun appose sa photo et chaque fois qu'il passe à cet endroit, notre chien Ramsès. On utilise aussi la zoothérapie. Ici, c'est le menu du jour. Il est important de savoir ce dont je mange et de me rappeler ce dont je mange aujourd'hui. La bibliothèque, les magazines, constamment éventés comme ça pour permettre de stimuler par l'image. Et puis à côté, l'espace cuisine, parce que chacun met leur couvert. Et là, c'est les petites réalisations, parce que le travail manuel est très exploité, en tout cas au niveau de la goutte d'élixir. Ce centre on a vraiment agi sur les 5 sens pour pouvoir stimuler au maximum pendant le laps de temps où les personnes qui viennent sur place, en tout cas, repartent de là avec cette petite goutte d'élixir. Voilà, ici vous avez des aidantes qui sont là. Voilà. Donc on a vu, on va revenir peut-être un petit peu plus en détail sur les différentes fonctionnalités, puisque je pense qu'on peut parler de fonctionnalité de cette maison, qui est en fait une maison intelligente également, dans la mesure où elle permet d'agir et de stimuler tout un tas de fonctions qui disparaissent. C'est la caractéristique de la maladie, donc qui disparaissent au fur et à mesure de l'avancée. Donc l'objectif global, si on pouvait parler d'un objectif global pour ce concept, cette maison. C'est d'abord un objectif, apporter un soutien aux familles. Ça, c'est l'objectif global. À côté de ça, quand on dit soutien des familles, c'est aussi apporter un soutien à la personne qui en souffre. Donc, elle a quand même 2 axes. C'est permettre à la famille de souffler. C'est ça, c'est une maison de répit qui permet à la famille de souffler, mais qui permet aussi à l'aider de sortir de sa bulle d'Alzheimer, de rencontrer d'autres personnes, de faire des échanges, de dialoguer et d'être stimulé le laps de temps qu'il est là. Voilà. Il n'est que 2 jours. Ces personnes viennent de 9h à 16h et repartent en fait après en famille. Oui, nous avons vu d'ailleurs au cours de nos précédentes émissions que c'est une maladie, une pathologie qui touche, en dehors du malade lui-même, qui touche tout son entourage et que donc souvent, et c'est une des idées que sous-tend le plan Alzheimer qui a été mis en œuvre il y a 4 ans maintenant, à savoir que la prise en charge
de la maladie comprend à la fois le malade, mais également ses proches, les aidants familiaux qui sont eux également soumis à une très 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 forte tension. Donc la goutte d'élixir remplit cette double mission, à savoir accueillir et stimuler les malades, mais également soulager les aidants familiaux le temps d'une journée, puisqu'effectivement, dans le cadre de l'accueil de jour, les malades sont accueillis comme dans une journée de travail, quoi. Exactement. Ils reprennent en fait le rythme de travail. Il y en a beaucoup d'ailleurs, les familles nous font un peu le retour et qui disent je vais au travail. Voilà, je me lève le matin, je prépare. Là, on sort carrément de cette maladie d'Alzheimer, de cette bulle d'Alzheimer et on retrouve l'humain. L'humain au cœur même, son activité voilà, sociale, avec son activité sociale, qui n'a pas peur de faire des phrases à la limite qui sont décousues, mais qui sont à la limite prises en compte, que ce soit par ceux qui nous entourent, et puis de vivre aussi dans la réalité, parce que quand on est dans l'oubli, c'est important d'avoir un regard bienveillant qui s'occupe de nous et qui nous accompagne à vivre dans la réalité de l'époque, du pays, de continuer à profiter des services municipaux, de visiter même l'ARS, parce que l'année dernière, à la journée porte ouverte, nous nous sommes déplacés avec le groupe et ils ont été heureux quand même de voir l'ARS. C'est important, en tout cas, quand on est de l'oubli, de pouvoir avoir un regard bienveillant et puis sentir qu'on vit, quoi. Et puis, il y a des choses qui se passent autour de nous. Voilà. Ça, c'est un des éléments positifs. Il y en a de nombreux. C'est effectivement de considérer le malade comme une personne. Je vais, comment dirais-je, pour paraphraser un documentaire que j'ai vu il y a pas mal d'années sur une chaîne nationale qui parlait du bébé qui était une personne. En fait, le malade d'Alzheimer est une personne capable d'avoir une vie sociale et de ressentir et d'éprouver sentiments et émotions. Et donc surtout l'émotion, surtout l'émotion. Ce que vous faites bien, en tout cas à la goutte d'élixir. D'ailleurs, au niveau même de la terminologie, cette différence est marquée puisqu'on ne parle pas de patient ou de malade, mais parle de parent. De parent. C'est celui qu'on accompagne, même quand il est, et surtout quand il est en difficulté. Cette, je dirais, approche du parent, on a vu que rien que par la terminologie, l'aidant professionnel lui-même avait enlevé certaines barrières. Parce que quand on parle de patient, il existe quand même une barrière invisible qu'on ne voit pas et qui, au fil du temps, on perd l'individu dans toute sa dimension et devient un objet de travail. Avec le mot parent, c'est pas la même chose. C'est mon parent, c'est mon grand-parent, donc c'est voilà. Mais ça n'empêche pas que le vouvoiement existe, donc parce qu'il faut une espèce de formation sur des techniques relationnelles, sur des techniques de communication. C'est pas évident parce que quand on arrive dans cette institution modelée, façonnée autrement, dans le autrement, il va falloir apprendre à travailler autrement. Voilà. On va en discuter tout à l'heure parce que nous avons un témoignage d'une des professionnels qui encadre les parents. Docteur Audel, alors là, on se place dans le cadre d'un traitement qu'on peut appeler non médicamenteux. C'est une tendance qu'on constate depuis quelques années. Est-ce que, pour autant, il faut désespérer des traitements médicamenteux? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, on est dans la recherche toujours. On sait qu'on a eu des espoirs sur certains médicaments, mais que pour l'instant, on ne peut pas considérer qu'on puisse traiter la maladie d'Alzheimer. Même si on a envie qu'on vous dise d'autres choses, on ne peut pas dire ça. Donc la seule chose qu'on peut dire, et la goutte d'élixir en fait partie, mais comme d'autres, voilà, dont nous avons parlé, dont on pourra reparler. Oui. Mais on est dans l'accompagnement. On sait que de façon inéluctible, on va aller vers cette maladie. On ne peut pas revenir en arrière parce que, comme vous avez dû le dire dans les autres émissions, c'est une dégénérescence. On peut simplement l'accompagner au mieux, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes se sentent encore parmi nous et dans notre société. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va former les nouveaux soignants et puis les familles qui accompagnent leurs parents.
leurs parents. On sait que ces familles sont à risque, on sait que ces familles subissent des pressions, qu'elles fatiguent. C'est une maladie extrêmement fatigante. Elles culpabilisent parce que pourquoi mon parent il a la maladie d'Alzheimer et qu'est-ce qu'on a fait quelque part, qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille. Alors pour peu qu'on ait une famille où on a 2 ou 3 cas, les familles se culpabilisent aussi parce qu'on sait parfaitement qu'il y a des malades qui sont agressifs, qui sont irritables, qui sont de mauvaise humeur, qui sont dépressifs. Et les familles perdent patience par moment, elles se culpabilisent d'un geste mal placé ou autre. Donc on est plutôt dans l'accompagnement et des familles, des aidants et du malade pour que les choses se passent le mieux possible dans l'autonomie et le respect des familles. Absolument. Alors justement, au sein de cette maison, tout est fait au niveau de l'architecture extérieure mais également intérieure pour stimuler l'essence par exemple. Hein. Oui. Donc alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je crois que la conception fait attention effectivement à la stimulation des sens, de tous les sens en fait. Oui, pourquoi? Parce que d'abord on a, par rapport à ce type de maladie justement, la perte sur plusieurs sens et donc il faut obligatoirement travailler en prévention vite fait pour rattraper un petit peu tout ça. Et puis on a mutualisé des choses. À la goutte d'élixir, les murs sont mutualisés. Ça veut dire que chaque espace correspond à un instant. On recrée des instants en fait. On ne recrée pas des pièces, mais des instants. Et c'est à partir de l'instant créé que justement l'émotion va jaillir et qu'on va avoir quelqu'un de présent en fait sur l'instant qui sera créé, quoi. Donc vous avez les couleurs, ça c'est tout à fait normal pour éveiller un petit peu et sortir. Il se passe quelque chose hein, quand on arrive dans cette maison. Oui, on s'y sent bien. C'est coloré. C'est coloré, mais ce n'est pas agressif. Voilà, c'est vraiment... Et on voit bien qu'il y a des repères. Et on sait où on se trouve. Voilà. Et ensuite, il y a un circuit. Il y a un circuit de rééducation qu'on a mis en place pour tous ceux qui arrivent. Parce que c'est ça, on est aussi sur la rééducation. Hein. Quand on vient chercher les activités cognitives, on va rééduquer les gestes quotidiens de façon à ce que celui qui vit à la maison puisse encore les refaire en automate s'il le faut quand il retourne à la maison. Donc il y a un circuit qui nous permet de sortir d'une pièce, d'aller dans la salle à manger, d'aller dans la cuisine, d'aller tout seul pour permettre à celui qui arrive d'être le plus souvent autonome. Alors, il y a des gens qui me disent, c'est pas possible qu'ils puissent retrouver le chemin. Je pense que Dr Odell peut elle-même en témoigner parce qu'elle est allée sur place et aujourd'hui, Dr Odell... écoutez, moi je dis, voilà, tout est critiquable, mais là, moi, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues ailleurs, alors que j'ai vu aussi maintenant dans des structures telles que les PASA, tout ça, où là, il y a vraiment un accompagnement, mais... J'ai vu de mes yeux quelqu'un qui est allé aux toilettes, qui a suivi le chemin. Donc, Mme Pompée m'a dit, mais suivez-le, vous verrez. Et effectivement, je l'ai suivi. Donc, j'ai vu quelqu'un qui a été capable d'aller aux toilettes seul, de s'essuyer, de se laver les mains après, de redéposer la serviette avec laquelle... Et là, je me suis dit, bon, il se passe quelque chose. J'ai vu des personnes mettre la table au moment du repas. Donc, on leur avait expliqué que c'était le moment du repas. Elles vont chercher... il y a des codes couleurs, hein. On va chercher son assiette, on met le repas. Donc, j'ai vu des choses... j'ai vu au moment où on met la musique, hop, point de repère. Les personnes se lèvent, elles se mettent spontanément en rond et commencent les pas avant que l'animatrice arrive pour faire le pas de musique. Les gens le font. Donc ça, c'est un maintien dans la société. C'est un métier. Tout à fait. De la société. Sans compter aussi les exercices cognitifs qui sont extraordinaires. On voit, il y a un groupe, parce que c'est ça aussi dans les projets individuels. On stimule la mémoire pour un groupe de personnes qui ont été dans l'éducation nationale. C'est important pour les instituteurs et professeurs de pouvoir maintenir tout ça, remettre tout ça en mouvement
comme on dit, eh ben, vous serez surpris de voir, mais avec une éloquence, hein, docteur Odel, avec une écriture, avec une tenue de cahier, parce qu'il faut voir, ils ont leur cahier qu'ils tiennent comme ça quotidiennement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est effectivement l'entraînement à des gestes, à des repères, qu'ils soient sensoriels, qu'ils soient physiques. Il y a également des activités, l'activité marche, hein, qui permet, la marche qui permet toujours d'entretenir le ces physique fonctions et puis de mobilité, bien dynamiser un petit peu le cerveau. On va faire la circulation du sang. Donc c'est vraiment quelque chose de bien organisé le matin pour démarrer la journée. D'ailleurs, dans le petit reportage, la petite séquence qu'on a vue tout à l'heure, on a vu un gros bonjour. C'est aussi le maintien des règles de vie, de la vie en commun, de la socialisation de tout le monde. Donc on voit que chaque espace, hein, chaque partie de la journée, chaque espace de la vie en société est maintenu, est stimulé et encouragé, ce qui fait que les parents ce qui permet aux parents donc de maintenir leur activité et leur sociabilité, le plus naturellement possible. Parce que c'est ça, c'est créer un environnement naturel pour une vie naturelle. C'est vraiment ça. Alors, comment se déroule une journée? Donc, à l'arrivée, il y a bonjour. Oui. Alors, non, déjà au départ du domicile, hein, parce qu'en fait, on peut parler d'une prise en charge dès le départ du domicile. Parce qu'il faut savoir que des familles sont arrivées avec des transporteurs en disant, ben oui, j'ai déjà un transporteur qui l'amène chez le kiné. Est-ce que nous pouvons bénéficier de ce transporteur pour l'amener à l'accueil de jour? On leur a dit oui, effectivement. Par contre, ce transporteur doit être aussi formé par l'équipe et avec l'équipe pour qu'il y ait une continuité de je dirais, de cette notion d'accueil spécifique en face des familles et en face des parents. Donc, ils ont joué le jeu, hein, les transporteurs. On a été étonnés de voir des taxis et des transports à mobilité réduite venir, se former, nous dire finalement, alors, comment il faut leur parler, qu'est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit relever pour vous. Donc, même cette équipe pluridisciplinaire qui part depuis le domicile, c'est quelque chose d'extraordinaire. Absolument. Bah, écoutez, nous avons un petit témoignage d'un des transporteurs. Il s'agit de monsieur Alain Decaille, qui nous a dit un petit peu ce qu'il faisait lorsqu'il allait chercher les parents chez eux. D'accord. Monsieur Alain Decaille, quelles sont les exigences pour être conventionné? Oui, il y a des exigences. Il faut d'abord avoir une licence de taxi en bonne et due forme, c'est-à-dire être en règle de la Sécu, les RSI et compagnie, d'avoir le véhicule assuré, d'être en règle avec la profession. Et puis là, à ce moment-là, on fait une demande de convention à la sécurité sociale. Et puis bon, ensuite, il y a une commission, on est accepté ou pas. Est-ce que ça demande des qualités particulières? Oui, il faut être patient. Il faut avoir aussi l'amour des gens qu'on transporte, parce qu'il faut qu'on se dise aussi que demain matin, nous, ça peut être notre tour, ça peut être le tour d'un membre de notre famille. Donc il faut qu'on fasse des concessions sur nous-mêmes pour pouvoir, et puis ne pas être trop pressé, savoir attendre, prendre le temps d'écouter le patient, de le faire monter. En fait, on a un rôle aussi, presque à la limite, de s'occuper des gens auxquels on transporte. Est-ce que vous avez une spécialisation médicale ou de secouriste particulière, non? Oui, en fait, pour être conventionné, il faut avoir le brevet du secouriste. Donc, il faut être secouriste aussi, quoi. C'est une des exigences de la sécurité sociale. Quelles sont les caractéristiques d'un transport pour ces personnes? Oh là, oui, disons que c'est un transport un peu particulier, parce que ce sont des gens qui sont atteints de la maladie de l'oubli. Donc ce sont des gens, au départ, quand on les monte, il faut quand même qu'on essaie de se familiariser avec eux. Parce que s'ils ne nous reconnaissent pas, ils n'ont pas d'habitude avec nous, donc ils ne montent pas dans la voiture. Donc il faut qu'on essaie de se montrer conciliant avec eux, d'essayer de discuter avec eux, d'essayer de, pas d'entrer dans leur système, c'est-à-dire, mais d'essayer de gérer la situation au mieux, quoi, en fait. Parce que sinon, et puis il faut être très attentif à ces gens-là aussi, parce qu'ils peuvent monter dans la voiture. Si vous ne leur mettez pas la ceinture, ils peuvent essayer d'ouvrir les portes. Donc ça peut arriver. Donc c'est assez délicat comme transport. Mais je pense que, en se disant que ça n'arrive pas qu'aux autres, on peut accepter de le faire.
Avez-vous noué des relations avec les personnes que vous transportez? Ah, mais ce sont toutes mes amies. Ce sont tous ses amis. Donc effectivement, donc on voit dès le transport, il y a une, comment dirais-je, un suivi. Enfin, ça rentre dans la vocation de la maison, Oui. avec donc des personnes spécialisées et formées pour le transport de personnes atteintes de la maladie de l'oubli. Oui. Donc alors, outre le transporteur, donc une fois arrivés à la maison, les parents sont donc pris en charge par un personnel Une équipe. à vocation médico-sociale, Voilà. hein, si on peut dire, dont le dénominateur commun est quand même qu'au-delà de la formation initiale qu'ils ont reçue, vous leur demandez donc et vous leur offrez une formation En spéciale interne. à vos méthodes à la maison, à la case grande, Oui. à la Goudélexia. Oui, pourquoi? Parce que cette méthode sur l'humain, parce que je l'ai reçue moi-même, et en tant que soignante, je me suis dit, mon Dieu, oula, il faut vraiment remettre des choses à jour. Et accompagner au mieux quelqu'un, c'est aussi reconnaître qu'on est dans l'erreur. Hein. On a le côté soignant, mais pour ceux qui est de la maladie d'Alzheimer, ça demande autre chose. Pourquoi? Parce que l'humain qui est en face de vous vous renvoie aussi des images. Et il va falloir travailler. Si on n'a pas réglé ces problèmes, très difficile d'accompagner un malade d'Alzheimer. Donc je l'ai reçu cette formation. Et c'est au nom de la transmission des savoir-faire hein, que toutes les soignantes qui arrivent au niveau de Case Grand Monde, je transmets en tout cas ce savoir. Et au fur et à mesure, il faut dire que ça encore, c'est de l'intergénérationnel. Hein. Le plus ancien dans la formation transmet à l'autre, etc. Et c'est parce que aussi les personnes âgées de l'association nous ont donné aussi. Et on a tous mis, je vous dis, en commun ce savoir-faire pour en sortir cette goutte d'élixir. Donc c'est très important en tout cas pour tous les professionnels de santé autour de ces malades. C'est pas facile hein, parce qu'on a pratiquement les mêmes problèmes que les familles. Ils sont plus nombreux, mais il faut le autrement. Parler autrement, agir autrement, accompagner autrement, aider autrement. Est-ce que tous les soignants peuvent s'occuper, soigner des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Est-ce qu'il faut des qualités particulières? Il y a des qualités particulières déjà pour être soignant. Il y a des qualités déjà pour être soignant. Il y a des qualités particulières pour être soignant. Mais je dis que toute personne, hein, parce qu'on n'est pas forcément soignant, vous avez des bénévoles hein, qui ont autant de qualités humaines. Hein, c'est ça, la qualité humaine. Mais on peut avoir des professionnels qui peuvent passer à côté des spécificités de la maladie. Avec cette maladie-là, vous êtes obligé de vous arrêter. Parce qu'on va à un mur, à un moment ça marche, mais à un autre moment ça ne marche pas. Pourquoi il me dit non? Et pourquoi maintenant je viens l'accompagner pour faire une animation et c'est le moment du ménage, il va falloir que j'arrive à faire mon travail et pourtant l'autre ne l'entend pas. Vous avez une espèce de... Voilà, qui vous arrive en face et il va falloir faire avec. Donc plutôt d'arriver à des conflits, il faut apprendre à faire autrement, agir sur des techniques relationnelles et professionnelles pour pouvoir amener l'autre à agir comme vous. Docteur Odel, est-ce que dans le cadre, par exemple, du plan Alzheimer, il y a prévu, et à l'ARS, est-ce qu'il est prévu une sensibilisation des professionnels à ce type de pathologie? Plus que ça, c'est-à-dire que l'ARS travaille donc de façon régionale et interrégionale, Antilles-Guyane, sur la création d'un institut de formation des métiers à la santé dans lequel, bien entendu, l'accent sera mis sur ces nouvelles spécificités, aussi bien dans le handicap que dans le vieillissement de la population. Et donc la maladie d'Alzheimer, bien sûr, fera partie des accents sur lesquels on devra pointer, notamment sur la formation en assistant de soins de gérontologie, qui est, je dirais, une nouvelle spécialité, mais on est tous en train de réfléchir, donc là, de façon interrégionale, sur quels sont ces nouveaux métiers. Ces professionnels de terrain nous remontent
les besoins, on analyse un petit peu ces besoins auprès des établissements médico-sociaux. Qu'est-ce qu'il leur faut pour pouvoir travailler au quotidien avec ce type de population? D'accord, donc vous préparez l'avenir surtout dans tous les champs. On essaye toujours. C'est rassurant. Voilà, nous regardons un témoignage d'une des soignantes de la goutte d'élixir. Il s'agit de Jocelyne. À votre entrée en fonction, vous aviez déjà une formation. Alors, je pourrais dire, en tant qu'AS, j'ai eu une formation, mais la formation ici est spécifique. J'ai quand même une petite formation pour la maladie d'Alzheimer, où ça n'avait rien à voir avec la formation que j'ai eue ici. Donc, ça c'est en métropole, hein. C'était une formation de 2 jours, et c'était pas suffisant. Donc, arrivé à la structure Case Grand Monde, j'ai dû accepter la formation vraiment spécifique. Elle est interne, hein. Parce que si on n'a pas la formation, on ne peut pas travailler ici. C'est très important. Il faut avoir tout le côté humain et vraiment être formé. Parce que être auprès des gens vulnérables, ils sont fragiles, donc c'est vraiment c'est spécial. Qu'est-ce que vous avez appris en plus que ce que vous aviez appris dans votre précédente formation? Alors, je dirais que j'ai dû carrément mettre de côté tout ce que j'avais appris pour recommencer à apprendre. Parce qu'il y a une façon de faire, une façon d'approcher ces personnes, une façon de se comporter. En fait, c'est tout à fait différent. Parce qu'on les a de 9h à 16h quand même. Donc, il faut savoir comment être avec eux. Et ça nous apporte aussi beaucoup. Est-ce que vous voyez une évolution lorsque les patients, lorsque les parents arrivent et lorsqu'ils repartent? Oui, parce que des fois, ils arrivent et puis soit bon, ça s'est pas très bien passé à la maison, ou bien ils arrivent un peu tristes, ou bien des fois ils arrivent avec le sourire, hein. Ils sont contents d'être là déjà. Et quand ils repartent, ils sont épanouis parce que la journée, il y a eu beaucoup d'activités, ils sont comblés et puis ils repartent. Et ça fait chaud au cœur. On voit donc que ces méthodes et cet environnement est propre à une évolution. Nous allons d'ailleurs tout à l'heure entendre le témoignage de la mère d'un des parents qui précisera et qui confirmera tout ce que nous avons dit sur le plateau, tout ce que nous avons déjà entendu. Alors, lorsqu'on parle de formation, il y a bien entendu les personnes qui sont déjà en poste à la goutte d'élixir, mais vous vous êtes attaché à former les futurs personnels qui seront amenés à travailler dans le cadre d'établissements comme le vôtre, ou éventuellement au contact de patients atteints de la maladie de l'oubli. Oui, pourquoi on a décidé de le faire? Parce qu'il est important, et le docteur Odel l'a bien dit, de préparer l'avenir. On a un organisme comme l'ARS qui nous soutient. On a fait l'expérimentation sur 6 ans. On a vu le résultat du travail acharné. Il est important que la jeunesse d'aujourd'hui puisse approcher cette maladie d'Alzheimer et ce vieillissement qui nous attend tous autrement. Donc, c'est vrai que nous avons été à la rencontre du RSMA, qui est juste à côté de nous, parce que à la goutte d'élixir, tous les acteurs de proximité jouent un rôle. Nous avons le voisin, l'hôpital de Saint-Joseph, qui nous aide aussi pour le repas, le déjeuner thérapeutique, et donc l'armée fait partie des acteurs de proximité que nous utilisons parce qu'il y a une ressource humaine qui est énorme et qui justement, on a aussi un regard là-dedans. Voilà, ils ont un service à la personne, une formation de service à la personne. Il est important qu'on puisse leur demander de venir voir un petit peu ce qui se passe et puis de voir un petit peu le retour de ces jeunes face aux malades d'Alzheimer, qui était plutôt positif. Et d'ici là, voilà, la convention est partie, le travail a commencé. Toute l'année, nous avons des jeunes du RSMA qui évoluent autour de ces personnes et ils ne voient plus de malades d'Alzheimer finalement. Ils voient en ce sens la responsabilité collective. Ça, c'est important. On est des citoyens martiniquais
Il y a des jeunes, il y a des personnes âgées. Il va falloir que les jeunes aussi soient sensibilisés pour accompagner nos plus vieux et surtout ceux qui sont, je dirais, fragiles de leur environnement social, économique, familial, quoi. Alors, c'est aussi donc une maison intergénérationnelle. Ah oui. Nous avons d'ailleurs rencontré une stagiaire du RSMA, Oui. Maude, que nous entendons maintenant. D'accord. Bien. Puis le mois de septembre, j'ai commencé la formation qui résume la maladie d'Alzheimer. Alors, lorsque tu es rentré au SMA, est-ce que tu avais déjà fait le choix de ce type de formation? Pas vraiment, surtout avec le public atteint de la maladie de l'oubli en fait. Puisque c'est justement en faisant un stage ici que j'ai pu découvrir la maladie d'Alzheimer. En fait, j'avais une crainte par rapport à cette maladie, vu qu'on nous dit souvent que ce public-là, ils peuvent être agressifs ou pas. Et quand j'ai fait mon stage justement à Casse-Grand-Moun, C'était avant de rentrer au SMA, hein? au SMA, exactement. Et j'ai pu découvrir que ici, il y a une différente approche des parents en fait. Donc ça m'a conforté pour aller en fait au SMA pour pouvoir avoir plus de connaissances par rapport à la maladie en fait. Qu'est-ce qu'on t'enseigne dans le cadre de cette formation? Ben, déjà, comment aborder le patient, les différentes phases de la maladie. Il y a aussi une partie pratique, ça veut dire on aura 3 semaines de stage où on pourra soit être avec les publics atteints de la maladie d'Alzheimer, mais dans les hôpitaux aussi, dans les EHPAD. Donc on aura le temps de pouvoir, avant de finir notre formation au SMA, on a le temps de côtoyer le public avant d'en sortir même. Est-ce que c'est pas trop difficile? Non, justement, avant j'avais très peur justement des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Mais comment j'ai vu qu'avec une équipe dynamique qu'il y a ici et comment ils s'occupent généralement bien des patients, ça m'a fait changer d'avis par rapport à cette maladie. Est-ce que tu as noué des relations avec les parents? Ah oui, franchement, ils sont très attachants. Au bout, ils sont très, très, très attachants. Ah oui. Et la formation durera combien de temps au SMA? 6 mois. 6 mois de temps. Et après, tu as une idée de ce que tu souhaites faire? Bien, essayer d'être embauché ici, justement. Eh bien, on lui souhaite bon courage et bonne chance. En tout cas, la relève est déjà assurée, ce qui est plutôt rassurant pour nous. C'est important. Bien, alors avant d'avoir la vision peut-être un petit peu plus générale du docteur Odel sur la prise en charge de la maladie, j'aimerais, Madame Pompée, que vous puissiez nous donner quelques informations pratiques. Alors, comment peut-on être admis à la goutte d'élixir? Alors, à la goutte d'élixir, pour être admis, il faut prendre rendez-vous. D'accord. On est reçu à la goutte d'élixir avec la directrice, les aidantes. On vient avec le parent. Il y a des critères particuliers. Il faut être valide. Il faut être valide. Autonome quand même un peu. Et il faut que la maladie est effectivement diagnostiquée ou... Ah oui, s'il n'y a pas de diagnostic posé, on ne peut pas, parce que c'est vrai que c'est d'abord la base, quoi. Et puis qu'autour de nous, il y ait le médecin traitant et le gériatre. Ça, c'est important parce que c'est les seules personnes justement responsables médicalement parlant du parent qui arrive. Donc voilà, une fois que le rendez-vous est pris et qu'on s'entend, bien sûr, on parle un petit peu des activités, on regarde un petit peu la situation de la famille et donc la personne aidée, on lui donne cet espace de parole pour essayer de voir un petit peu si ça lui convient, si ça lui convient pas. Il y a des fois, les familles sont très étonnées parce que, écoutez, il répondra jamais. Mais au final, si, parce que autour de lui se passe des choses quand même, parce que pendant l'entretien, il regarde, il voit du monde, il écoute. C'est stimulé à fond la caisse. Donc, ça se passe comme ça. Et après, on propose... sujets, en fait, qui n'est pas simplement objet dont on s'occupe. Ah non, pas du tout. Et puis, c'est lui qui agit. Donc, là, c'est important. Et puis, il voit que, voilà, on me rend ma dignité, je suis là, monsieur. Il doit poser sa signature. S'il n'y a pas de tuteur, c'est lui qui signe son contrat de séjour. Donc, un regard tout à fait différent. À l'issue de cet entretien, s'il est concluant, on propose à la famille une matinée d'essai
c'est important qu'il puisse aussi se baigner là-dedans, dans ce nouvel environnement qui va l'accompagner tout au long de sa maladie. Et si c'est concluant, et s'il y a de la place, parce qu'il faut le dire aussi, et bien voilà. L'aventure est partie. D'accord. Alors, l'admission, parce qu'on imagine bien que vous avez sans doute énormément de demandes et que ce n'est pas un accueil ad vitam aeternam. C'est-à-dire que vous avez des séquences d'accueil pour une personne. Alors, comment ça se passe et sur combien de temps? En fait, on accompagne les familles avec un contrat de séjour de 6 mois. 6 mois, qui sont renouvelables? Qui peut être renouvelable, mais pas du tout avec la même fréquence. D'accord. Vous pouvez arriver avec 5 jours par semaine au départ, et qui finalement, le deuxième contrat qu'on vous propose est un contrat de maintien. Voilà, qui peut aller 3 fois par semaine. L'essentiel, c'est de toujours baigner justement dans cet environnement et toujours suivre en tout cas la famille, quoi. Mais je vous avoue sincèrement qu'il y a des familles qui ne veulent vraiment pas sortir de Casse-Grand-Monde. Oui, et là, on va arriver à un problème, Dr Odell. Problème, parce qu'ils ne veulent vraiment pas sortir de Casse-Grand-Monde, quoi. Donc, cette période, voilà, il y a une fin. Est-ce que, alors bon, on imagine bien qu'il y a un coût. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pour l'instant, le forfait journalier est moins de 50 €, parce que, voilà, on a, comme disait Dr Odell, une précarité au niveau des pensions de retraite et tout ça. On ne peut pas mettre le forfait journalier quand même à des prix exorbitants. Donc, il est accessible aux familles, accessible aussi à la personne âgée qui vit seule. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que par rapport à tout cet encadrement, il est important de toujours suivre la famille, parce que c'est ça, quand on a baigné dans ce nouvelle approche et puis ce soutien, quand on les lâche, là il y a un truc qui se passe. Oui, sans doute. Et c'est pour ça que nous avons répondu à un appel à projet de l'ARS concernant la plateforme de répit et d'accompagnement qui va aider justement à poursuivre le travail en tout cas, voilà, et aussi faire agir d'autres partenaires locaux dans cette problématique Alzheimer. Alors, on va discuter un petit peu plus largement avec le docteur Odell du rôle et des objectifs à plus ou moins long terme. Nous terminons donc notre exploration de la goutte d'élixir avec le témoignage de la mère la fille, pardon. Oui. Oui, je m'y perds un petit peu. La fille d'un des parents. Voilà, donc il s'agit de Madame Marie-Ange Jorit. Moi, je suis Marie-Ange Jorit. Ma maman, c'est Madame Nonone Mariette, qui fréquente la goutte d'élixir depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Eh bien, malheureusement, ma maman a été reconnue Alzheimer après des examens et des tests. Et puis, j'avais besoin à ce moment-là d'aide. J'avais besoin de quelqu'un. Je ne savais plus à quel sein me vouer parce que la personne change et on a besoin absolument de se faire aider. À partir du moment où la maladie a été diagnostiquée, comment vous êtes-vous organisée? C'était difficile parce qu'elle habitait seule. Donc, on s'est posé des questions. Comment on ferait pour l'aider? Et je travaille. J'ai une autre sœur qui travaille aussi. Et nous avons été obligés à ce moment-là de chercher autour de nous comment nous aurions pu avoir quelqu'un à la maison pour l'aider. Ça s'est avéré difficile. Pour quelle raison? Eh bien parce que tout le monde ne connaît pas la maladie d'Alzheimer. Quand quelqu'un vous dit « Oui, j'ai gardé les personnes âgées », ça n'a rien à voir parce que c'est quelqu'un de différent. Donc il nous fallait quelqu'un qui connaisse la maladie et qui sache comment se faire avec le malade. Et donc en parlant autour de moi, parce que j'ai commencé à parler, à demander de l'aide, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il existait quelque chose à Saint-Joseph. Et là j'ai pris mon téléphone. Comment s'organise la vie de votre mère? Elle a une auxiliaire qui s'occupe d'elle à domicile? Elle est toujours seule? Non, alors on a changé cela puisqu'elle est à Casse-Grand-Monde maintenant. Elle vient la journée. Il y a un chauffeur qui la prend en charge dès 8 h du matin, qui l'amène ici. Elle y passe la journée avec toutes les activités qui tournent autour de sa journée et elle est ramenée chez elle le soir à 16 h. Et à ce moment-là, nous prenons le relais avec la famille ou
avec une aide, une auxiliaire pour certaines nuits. On se débrouille en fait. Alors depuis combien de temps fréquente-t-elle la goutte d'élixir? Eh bien, il y a déjà 3 ans qu'elle fréquente la goutte d'élixir. Et justement, je me souviens du diagnostic du médecin qui me disait votre maman, elle est atteinte sévèrement. Ça, c'était le premier jour. Eh bien, j'ai vu maman changer en étant ici. Parce qu'elle était revenue dans une vraie maison. Je me demande si je l'avais enfermée, parce qu'il y a des gens qui m'ont conseillé de la mettre dans une structure. Il y a des structures fermées. Mais moi, je n'ai jamais voulu adhérer à cela. Et je crois que j'ai eu raison. Parce que je l'ai mise dans une autre maison. C'était sa maison. Et quand elle vient ici, d'ailleurs, elle dit « je viens au travail ». Parce que quand elle vient au travail, eh bien, elle s'occupe. Elle a vraiment des occupations de tous les jours. Elle fait la vaisselle, elle est chez elle, elle fait son ménage, elle essuie sa vaisselle. Et puis elle a aussi tout ce qui est organisé autour, hein, parce qu'ils ont des temps pour chaque chose. Et je l'ai vue changer. Elle ne parlait plus, elle baragouinait et elle s'est remise à parler. Elle ne voulait plus marcher, elle s'est remise à marcher parce qu'ici, il y a la promenade tous les jours. Et puis, ils ont un grand jardin que vous découvrez avec moi. Ils ont aussi leur jardin potager. Donc, tout ça, ça a fait qu'un moment a repris du poil de la bête, si je puis appuyer ça comme ça. Ce n'était plus la maladie sévère qu'on m'avait annoncée parce qu'elle m'avait dit, je lui donne environ 6 mois pour qu'elle soit grabataire complètement. Vraiment, armez-vous de courage. Ça fait 3 ans et elle n'est pas grabataire. J'imagine que pour vous, c'est également un soulagement et une assurance de bien-être. Oui. Parce que justement, je frôlais la dépression à ce moment-là, parce que quand on vous annonce cette nouvelle, vous êtes terrassé. Et puis quand vous voyez évoluer la personne que vous aimez, vous dites c'est pas possible, c'est pas elle. Et là aussi, vous êtes malade, aussi malade qu'elle. Et j'étais malade, je n'étais pas bien. Et puis j'ai eu aussi de l'aide, parce que quand je suis arrivée ici, non content de prendre maman en charge, j'ai aussi eu une écoute qui m'a aidée à comprendre la maladie. Donc quand j'ai fini par comprendre au bout du compte, eh bien j'ai retrouvé une certaine stabilité, comme par exemple ne pas affronter un malade qui a la maladie d'Alzheimer lorsqu'il est en colère, quand il ne comprend pas. Parce qu'en fait, c'est parce qu'il ne comprend pas. Et donc, il faut changer de tactique. Et j'ai appris tout ça. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, j'avoue que je suis plus détendue qu'il y a 3 ans. Excellent résumé de tout ce qu'on a pu dire dans cette émission avec les effets, la prise en charge donc, de la famille, enfin tous les bienfaits pour les familles de la goutte d'élixir, des prises en charge d'une façon générale. Alors on a presque envie de dire, Dr Odel, mon Dieu, mais une seule goutte d'élixir pour toute la Martinique, c'est bien peu. Mais il n'y a pas que la goutte d'élixir. Il y a la goutte d'élixir, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'on s'attache à développer, comme vous avez dû faire dans votre dernière émission, les PASA, qui apportent aussi également beaucoup de choses. Alors évidemment, ils sont attachés à des EHPAD, mais... c'est une prise en charge dans le cadre, effectivement, tout à fait, une prise en charge spécifique. On a beaucoup d'autres projets. On a des unités Alzheimer qui s'ouvrent dans les EHPAD qu'on accompagne, où là aussi, on a du personnel formé. Alors c'est pour peut-être des personnes plus dépendantes. On ne s'adresse pas à la même population. Tout à fait. Mais des accueils de jour, bien sûr, on en voudrait d'autres. Mais là, pour l'instant, nous avons programmé un certain nombre de choses. Allons jusqu'au bout de ce qui a déjà été programmé. Donc, pour la Martinique, il y a 12 PASA programmés. Est-ce qu'on aura des porteurs qui pourront mettre en place dans leur structure, leurs EHPAD, 12 PASA? C'est encore un point d'interrogation. Mais on a d'autres initiatives. On réfléchit aussi sur la prise en charge, et la dame a tout résumé dans ce reportage, c'est-à-dire le maintien à domicile. Oui. Donc, on réfléchit sur des expérimentations telles que le baluchonnage, qui est quelque chose qui se pratique beaucoup au Canada, qui commence à se développer en métropole. Mais là aussi, il faut intégrer que dans notre culture martiniquaise, eh bien, on ne rentre pas au domicile comme ça la nuit en disant je vais m'installer, je vais m'occuper de la personne âgée. Donc c'est tout un changement de culture, tout un accompagnement dans cette prise en charge qui demande de toute façon à ce que tout le monde travaille ensemble. Et puis il ne faut pas oublier non plus, dans la maladie d'Alzheimer, c'est la MAIA. Donc c'est la maison de l'autonomie, d'intégration des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et apparentés. Donc là aussi, on a donc un pilote a été embauché au mois de mars. Tout son travail va être de mettre en cohérence
tous les partenaires, et donc la plateforme de répit y trouve complètement sa place. C'est-à-dire lorsqu'on va se retrouver dans des cas difficiles, eh bien ce concept de la Maya, c'est quelle prise en charge adaptée à la personne qui a un cas complexe, qui est devant nous. C'est réfléchir, c'est avoir des grandes lignes stratégiques qui seront validées par les grands financeurs et les porteurs de projets de la Martinique. Est-ce que les Martiniquais ont un moyen de connaître un petit peu l'évolution des choses, du travail de l'ARS en la matière? Il y a un certain nombre de documents qui sont publics. Alors, des documents publics, il y a le site de l'ARS. Le site de l'ARS. Voilà, où là-dessus, il y a des informations. C'est vrai que spontanément, les gens n'y vont pas forcément, mais il y a des informations. Et puis ensuite, il y aura vraiment, sur la maladie d'Alzheimer, vraiment, la Maya sera un point d'entrée dans la communication, dans l'information publique. Et puis, dans toutes les structures, il y a quand même pas mal d'informations. Donc, de toute façon, en téléphonant à l'ARS, on arrive toujours à orienter les gens sur les bons interlocuteurs. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Dr Odel. Donc, rendez-vous sur le site de l'ARS si vous avez besoin, et je pense que vous en avez besoin, d'informations sur l'évolution des différentes structures, des mesures qui sont prises et des instruments et des outils qui sont mis à la disposition des malades et de leurs familles. Nous avons vu en incrustation les coordonnées de la goutte d'élixir. Vous pouvez appeler, je crois qu'on a vu le numéro de téléphone que vous allez nous redonner, Madame Pompey. 0596 61 82 70. Voilà, 61 82. Voilà, ça apparaît à l'écran, donc la case Grand Monde qui se trouve à Gondo. Nous donnons, je vous remercie toutes les deux. J'espère que nous avons été utiles à tous nos téléspectateurs. L'émission est rediffusée le jeudi de 17h30 à 18h30. Nous nous retrouvons mardi prochain à la même heure pour un autre numéro de Mahogany. À très bientôt. Merci madame. Merci madame.